toutes et à tous. Je sais que les personnes sont en train de se connecter. Alors, bienvenue à notre première conférence insoumise d'Amérique du Nord qui est aujourd'hui avec le philosophe Alain Deneau et qui est retransmise en direct sur Facebook et nos réseaux sociaux. Alors, merci d'être venus nombreux ce samedi après-midi pour la première conférence, je l'ai dit, insoumise d'Amérique du Nord. Merci à vous, Alain Deneau, de prendre du temps ce samedi après-midi pour nous transmettre votre savoir dans le cadre de cette conférence intitulée Entre idéologie critique et complotisme, comment conduire la pensée politique. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un cycle mensuel de conférences qui se donne pour but d'analyser la manière dont les urgences écologiques, sociales et démocratiques donc, sont intrinsèquement liées. Nous espérons que ces conférences seront l'occasion de s'informer, d'échanger et d'imaginer peut-être aussi un futur enviable. Alors, quelques petites considérations techniques pour nous assurer que la bande passante soit à son meilleur. Toutes les caméras des participants de la rencontre Zoom sont ou vont être coupées, ainsi que leur micro. Une première étape dans cette conférence sera donc la conférence en tant que telle de Monsieur Alain Deneau, puis qui sera suivie par une période d'échange et de questions avec l'animatrice Madame Catherine Benoît, anthropologue et professeure à l'Université du Connecticut et membre du groupe d'action de la ville de New York. Cette période d'échange aura lieu pendant 45 minutes. Alors, pour les personnes qui sont sur le lien Zoom, là, nous vous invitons à nous écrire vos questions, nous les transmettre sur le chat, puis nous pourrons ensuite les retransmettre à Catherine Benoît, l'animatrice. Vous pouvez aussi nous écrire peut-être sur Facebook, on regardera si on peut les transmettre dépendamment de la masse des questions. Alors, je l'ai dit, cette conférence est retransmise en direct sur Facebook. Nous vous invitons tous évidemment à la partager pour qu'elle ait un maximum de visibilité. Enfin, un petit mot rapide pour vous dire que ceux qui souhaitent s'impliquer dans nos campagnes en Amérique du Nord sont les bienvenus pour le faire. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, Twitter, par courriel ou même sur le chat si vous le souhaitez. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Alain Deneau. Merci. Euh, et à moi auparavant. Et à Catherine Benoît, pardon. Excusez-moi de m'introduire dans ce débat. Bonjour Alain Deneau. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour lancer ce cycle de conférences mensuelles de la France insoumise d'Amérique du Nord. Alain Deneau, vous êtes professeur de philosophie et de sociologie à l'université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, et directeur du programme de recherche Les économies au Collège international de philosophie à Paris. Vous avez publié un nombre impressionnant d'ouvrages qui tous s'intéressent à déchiffrer la croissance exponentielle des ravages du système capitaliste que vous définissez par l'accroissement des revenus des multinationales et des dividendes pour les actionnaires, la facilité d'accès aux paradis fiscaux, le pillage de l'environnement, la diminution des services publics, la diminution des droits pour les travailleuses et les travailleurs. Je ne citerai que Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, paru en 2008, Paradis fiscaux, la filière canadienne publiée en 2014, De quoi Total est-elle la somme, multinationale et perversion du droit, paru en 2017. Plus récemment, vous vous êtes intéressé à l'origine de ces politiques avec la conquête européenne des Amériques qui a reposé sur le génocide des populations amérindiennes et la mise en esclavage de populations africaines. C'est votre dernier ouvrage, Bande de colons, une mauvaise conscience de classe, le colon étant une figure autre que le colonisateur ou le colonisé, mais cela pourrait être le sujet d'une autre conférence. Cet ouvrage est paru l'année dernière. Pour cette conférence, nous vous avons demandé de présenter votre perspective sur la censure, telle que vous l'avez exposée dans l'ouvrage Faire l'économie de la haine, essai sur la censure, publié en 2018 par les éditions Éco-Société au Canada. La censure dont il est question dans ce livre est une censure initiée par les gouvernements d'extrême centre, comme ceux de Macron et de Trudeau, censure insidieuse que nous avons intériorisée au point de la mettre en œuvre à notre insu. Elle se caractérise non pas par le moins parlé, le silence, l'autocensure consciente, mais par un choix de mots lorsque nous nous exprimons ou que médias et politiques nous rabâchent ces termes
qui semble de plus en plus aller de soi. Cette censure repose sur l'emploi d'un vocabulaire de type entrepreneurial et d'un recours aux émotions, aux affects, qui vise à occulter la réalité, sinon l'existence du système capitaliste. En effet, elle substitue à la pensée et au discours politique un discours sur une prétendue efficacité gestionnaire. On le voit de manière éclatante en ces temps de pandémie de Covid-19, où, par exemple, au lieu de faire référence à des politiques de santé publique, le gouvernement français met en place ce qu'il appelle un conseil de défense sanitaire et instaure ce qu'il appelle des couvre-feux, vocabulaire qui nous renvoie à un pays en état de guerre alors qu'il s'agit de combattre une pandémie. Intitulé Entre idéologie, critique et complotisme, comment conduire la pensée politique, plus que jamais, après la tentative d'un coup d'État ou d'une insurrection, suivant la perspective qu'on adopte le 6 janvier aux États-Unis, qui fut suivi des fermetures temporaires ou définitives des comptes Facebook, Instagram et Twitter de l'ancien président américain et de membres de mouvements d'extrême droite, votre conférence nous permettra de mieux analyser la manière dont cette censure lexicale et sémantique opère dans nos espaces contemporains transatlantiques. Alain Deneau, la parole est à vous. Merci beaucoup, Catherine Benoît. Merci à toute votre équipe de la France Insoumise pour avoir rendu possible cette intervention. Je vais reprendre des éléments que vous avez cités et je vais aussi, à tâtons, tenter d'avancer dans bon, un problème qui s'impose à nous, qui est celui d'une certaine confusion entre, 3 approches, l'approche idéologique, l'approche critique, l'approche complotiste. Intuitivement, on comprend bien que ce qu'on appelle rapidement l'idéologie, ce qu'on appelle, rapidement la critique ou ce qu'on appelle rapidement, bon, la théorie du complot se distinguent, mais en quoi je vais, avec vous aujourd'hui, dans l'esprit d'une discussion là, tenter de lever une certaine confusion. Essayer de comprendre en fait comment tous les glissements en fait qu'on observe entre, une modalité et une autre sont rendus possibles et à travers cela, j'aborderai la question de la censure, sans nécessairement bon revenir, point par point à ce travail antérieur que j'avais fait. Je vais simplement, passer en revue ces 3 approches en montrant comment, heu, on passe de l'une à l'autre en fait et comment on passe, comment on est susceptible de passer de l'une à l'autre, comment on est susceptible, hein, de les confondre et en quoi en fait leur, définition n'est pas absolument évidente. Bon, il y a plusieurs façons de définir l'idéologie pour commencer par elle et je ne vais pas en revenir à une acception ancienne qui renvoyait à la façon d'asseoir, des idées politiques en vue de, l'organisation, hein, de gouvernements, et de régimes, mais plutôt à un usage plus courant, que définit très bien Isabelle Garot, par exemple, dans son livre «L'idéologie ou la pensée embarquée», hem, entre autres références, à savoir que l'idéologie, au fond, est la pensée du pouvoir. On pourrait le dire comme ça. C'est un ensemble de notions, de concepts, mais aussi toute une organisation intellectuelle qui consiste à favoriser le fonctionnement du pouvoir établi, à le légitimer et au fond, à le rendre lisible, à lui donner une parole et une façon rapide d'imager ce en quoi peut consister l'idéologie au sens hein, d'une parole du pouvoir, une parole donnée en partage, qu'il convient évidemment d'analyser parce que cette parole du pouvoir ne se présente pas explicitement et nommément comme la parole du pouvoir, elle se présente comme la parole tout court. Et c'est dans un temps critique qu'on arrive à comprendre qu'elle est signée par le pouvoir et qu'elle n'est pas obligée, nécessaire ni naturelle. Mais pour comprendre en un clin d'œil ce que l'on peut entendre par l'idéologie comme étant une langue du pouvoir, on peut se rappeler ce que Karl Marx écrivait dans les Grundrisse en 1857 à propos des économistes et du capitalisme. Il disait, au fond, le capitalisme produit, évidemment, par
le biais de son appareil de production, il produit, des chaussures, il produit, des pantalons, il produit, du pain, il produit, bon, tout ce qu'il est à même de produire dans des logiques de marché. Mais entre autres choses, le capitalisme produit des économistes, quoi. C'est-à-dire qu'il produit bon, je suis réducteur parce qu'on sait qu'il y a des économistes hétérodoxes, qu'il y a des économistes qui sont pas réductibles à la figure de l'idéologue, mais pour m'en tenir à la position éloquente de Marx, enfin, le capitalisme produit notamment une catégorie hégémonique d'économistes, disons-le comme ça, qui ont pour mandat, fonction, rôle, mission de couvrir de légitimité le régime, de le parer, hein, de notions, hein, de lui donner un vernis scientifique, de le justifier intellectuellement. Bon, et l'idéologie consiste en cela, quoi. En l'élaboration d'un discours, d'un langage, d'un lexique qui donne à un régime de pouvoir, au fond, son langage. Euh, c'est donc l'idéologie, très souvent, un discours d'intérêt déguisé en science. C'est un discours d'intérêt qui fonde bon, des assises scientifiques, hein, des points d'appui à partir desquels il sera possible de créer du savoir, des théories, des axiomes, hein, et des personnages conceptuels, des adages. Bon, et si vous ne voyez pas de quoi je parle, ben, regardez BFM 24 heures, je veux dire, lisez les échos, vous aurez pléthore d'exemples, quoi. Bon. Cela dit, l'idéologie ne peut pas être caricaturée comme étant strictement de l'ordre de la propagande. Et c'est ça qui est important de comprendre lorsqu'on aborde la question de l'idéologie. C'est que très souvent, quand on va un peu vite et qu'on aborde les choses un peu comme j'essaie de le faire maintenant, on a tendance en fait à reléguer l'idéologie au domaine peut-être de ce que Guy Debord appelait le spectacle, hein, c'est-à-dire une sorte de représentation décalée du monde en tant qu'on est amené au fond, à le produire déjà comme salarié par exemple et aussi à le contempler quoi, mais dans un écart avec soi, dans une aliénation. Euh, et donc, l'idéologie passerait pour, au fond, un synonyme un peu vague de la propagande, hein, des relations publiques, hein, de toute l'imagerie, hein, de ce qu'on appelle aussi le storytelling, hein, toute la mise en récit, au fond, factice, abusive, décalée, spectaculaire, hein, des réalités du temps. Euh, le côté pervers de l'idéologie, c'est que l'idéologie n'est pas simplement en quelque sorte décalée du réel, tel que le pouvoir a la capacité, hein, de l'organiser. L'idéologie s'incruste dans le réel. C'est qu'elle devient pour les sujets d'une époque une boussole pour s'orienter, un, 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 un grimoire, un bréviaire. Elle devient au fond la nomenclature requise pour arriver à, au fond, tirer son épingle du jeu. Hein, au fond, partager l'idéologie quand on a, disons, 20 ans, c'est se dire qu'il est peut-être bien d'aller, au fond, décrocher un diplôme pour être concurrentiel sur un marché du travail dans l'espoir de devenir une ressource humaine pour hein, un employeur qui va bon, requérir nos compétences, nous qui sommes à ce moment-là demandeurs d'emploi, hein, afin bon, de s'ériger au sein d'une entreprise comme cette ressource humaine, parfois présentée comme sous la forme de l'associé ou du partenaire, hein, qui va partager une culture d'entreprise dans l'espoir d'avoir un pouvoir d'achat, hein, qui fait de cette personne-là une personne qui réussit. Bon, voilà, tout ça, c'est une organisation de pensée, c'est une scène mentale, c'est une orchestration euh, intellectuelle qui correspond à ce que le pouvoir souhaite qu'on 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 pense de lui et de soi-même. Hein, il s'agit d'une représentation des choses esthétiques, hein,
et intellectuelle qui représente évidemment la façon qu'a le pouvoir de dire le monde, mais c'est aussi une série de clés pour les sujets de ce temps-là. C'est-à-dire que l'idéologie constitue bon, un certain nombre de méthodes qui indiquent aux sujets soumis à des règles hein, élaborées par un pouvoir institué, notamment à notre époque le pouvoir du capital, qui est largement motivé par le secteur bancaire et la grande industrie. Euh, c'est une série donc de clés qui indiquent aux sujets soumis à ce pouvoir-là hein, pour qu'ils s'y orientent, quoi, pour qu'ils trouvent au fond à parler cette langue du pouvoir de façon à chercher à y compter un petit peu et au fond y tailler une petite place, soit comme salarié, soit comme au fond comme partenaire hein, en tant qu'on peut gérer une PME, une niche, une boutique, quoi, ou soit comme représentant s'il s'agit d'être avocat ou s'il s'agit d'être, je veux dire, commercial, ainsi de suite, quoi. Bon, euh, sous la forme de la sous-traitance ou du salariat, peu importe. Donc, le côté pervers de l'idéologie, c'est qu'il est en quelque sorte un passage obligé pour les sujets d'un temps s'ils veulent un petit peu vont tirer leur épingle du jeu dans ce régime-là. Il est extrêmement, au fond, bon, on pourrait dire que exiger d'un jeune esprit de 20 ans, par exemple, qu'il euh, délaisse l'idéologie, hein, qu'il l'abandonne, qu'il passe à un tout autre régime de pensée qui pourrait être de nature radicalement éco-socialiste ou communiste ou anarchiste ou peu importe, hein, dire à quelqu'un même, peu importe l'âge, hein, dire à quiconque dans un régime de pouvoir institué comme le nôtre, passe-toi de l'idéologie, hein, ne pense plus dans les termes du pouvoir, ignore ce langage-là même, délaisse-le, c'est au fond condamner ces gens-là à la marginalité, hein, c'est-à-dire priver ces sujets qui tout d'un coup délaisseraient le vocabulaire idéologique et son esthétique et bon, sa logique, hein, des éléments qu'il faut pour, au fond, se situer sur un échiquier qui est celui bon, de l'espace social en tant qu'il est façonné par ce pouvoir-là. Donc ça, c'est le problème de l'idéologie, c'est que l'idéologie, elle est en quelque sorte instrumentale, y compris pour les dominer. Et évidemment, l'idéologie consiste à dominer les dominés, à légitimer ce rapport de domination, mais aussi à outiller les dominés pour que tout dominé qu'il soit, il parvienne néanmoins dans au fond, dans ce régime de la domination à se positionner, bon, à collaborer, quoi. Voilà, on vous donne les clés, on vous indique comment vous pouvez collaborer. Aller dans une université, vous allez avoir en sciences politiques tout le vocabulaire qu'il vous faut pour nous servir hein, et pour vous rendre pertinent sur un marché du travail, par exemple. Ou dans d'autres, évidemment, dans d'autres secteurs, le droit, dire l'administration publique euh, et le reste, quoi. Bon, ça, c'est une façon rapide qu'on pourrait avoir de définir bon, l'idéologie. La pensée critique, elle, a pour vocation, notamment, de traquer l'idéologie, c'est-à-dire de la reconnaître, de la révéler, de la cerner, hein, et de l'expliquer. Et il ne s'agit pas seulement de, il s'agit pas seulement de dénoncer l'idéologie au sens où le berger répond à la bergère, où il s'agirait de dire voilà ce discours-là, il est en quelque sorte euh, il est en quelque sorte faux, factice, ainsi de suite. Il s'agit d'en penser le fonctionnement euh, et de décrire bon, son caractère opérationnel. Euh, la pensée critique, en ce sens, peut être définie comme le fait de marquer une halte par rapport à l'usage des mots. Parce que l'usage des mots, lorsqu'il se fait d'une manière hâtive, précipitée, conformiste, somnambule, l'usage des mots peut nous amener en fait à développer un très grand nombre de points aveugles, d'angles morts hein, quant à des réalités du temps. Lorsqu'on parle de gouvernance plutôt que de parler de politique,
lorsqu'on parle de clients plutôt que de parler de spectateurs, de voyageurs, de patients, hein, de lecteurs, d'étudiants, hein, lorsqu'on parle de clients plutôt que de définir les gens en fonction des services publics auxquels ils ont droit. Lorsque on parle d'acceptabilité sociale par rapport à des projets industriels qu'on veut imposer dans sa communauté, plutôt que de parler de volonté politique souveraine du peuple, par exemple. Lorsqu'on parle d'économie, plutôt que de parler du capitalisme, l'économie, c'est vraiment autre chose. On se trouve en quelque sorte à enfermer les consciences dans une série de perspectives qui censurent non pas à l'ancienne par un bureau de censure où il s'agirait de dire ce mot-là on le rassure, celui-là il est interdit, cette référence-là on n'y a pas droit, mais il s'agit de censurer en cultivant et en induisant et en inculquant des termes qui sont porteurs d'angles morts, qui génèrent des angles morts, qui nous rendent aveugles à certaines choses. Dès qu'on parle de gouvernance à la place de la politique, on a un rapport contractuel au monde plutôt qu'un rapport citoyen, hein, basé sur des droits et une institutionnalisation de la chose publique. Du moment qu'on parle en termes de clientèle, la clientèle étudiante, hein, la consommation de spectacles, hein, la consommation de musique, hein, les clients d'une société de transport en commun. Hein, du moment qu'on parle de clientèle plutôt que de parler de public, eh bien, on passe d'un régime euh, public à un régime commercial et on réduit tout à une lecture commerciale des choses. Du moment qu'on pense l'acceptabilité sociale plutôt que la volonté politique, on fait passer le peuple d'un mode actif à un mode passif. Hein, du moment qu'on pense le capitalisme comme étant une économie, eh ben ou le néolibéralisme, ou la démocratie de marché, ou ainsi de suite, on oblitère ce qui fait le fondement de notre régime, c'est-à-dire le capital, c'est-à-dire un capital en tant qu'il est détenu par une minorité qui en a, c'est-à-dire une oligarchie. Donc, du coup, la pensée critique consiste à s'arrêter sur les mots que des employeurs, que des institutions de pouvoir, que des médias, que des acteurs de différents ordres cherchent à nous introduire dans le ciboulot. Hein, qu'est-ce que ce mot? Pourquoi ce mot gouvernance tout d'un coup apparaît en 1992 comme une traînée de poudre dans le monde, alors qu'aucun auteur n'est associé à l'existence de ce terme? Il n'a pas existé pendant des siècles, on n'en a jamais eu besoin. Il oblitère un ensemble de mots absolument phénoménal. Pourquoi tout d'un coup il faudrait que je l'utilise? Pourquoi faudrait-il que je parle d'être propriétaire de processus dans un ministère qui s'appelle désormais une entreprise ministérielle? Bon, ainsi de suite, en faire une halte, c'est s'arrêter sur le vocabulaire qu'on essaie de nous amener à utiliser, parce que ce vocabulaire-là comporte, au fond, une capacité à censurer. Bon, strictement par ce qu'il maintient dans l'ombre, quoi, par ce qu'il ne permet pas de dire, par toutes ces prémices hein, qu'il traîne avec lui. Bon, et la pensée critique consiste en cela, et elle consiste aussi à simplement à décrire le fonctionnement de l'idéologie, à dire ce qui se présente à nous comme une norme lexicale, comme comme simplement la façon même de dire les choses est travaillée par des intérêts. Hein. Il y a une généalogie à ce discours, ce vocabulaire, hein, à ces enchaînements logiques hein, qu'on nous amène à partager. Et cela se pense, selon Isabelle Garot, là, sur 5 grands plans. Je n'ai pas le temps là, de faire court là-dessus, mais on pourrait dire que l'idéologie procède à un cadrage hein, euh, à une mise en perspective des choses déjà. Hein, c'est deux points importants, je m'y arrête. Hein. Le cadrage, c'est une façon de circonscrire une question. Si par exemple, vous abordez toujours l'activité des grands groupes industriels sur le plan de la création d'emplois pour les petites gens, vous allez continuellement cadrer la question en termes de création d'emplois et vous allez même euh, présenter les entreprises comme étant la source des emplois du monde et comme n'étant que ça, hein, des instances destinées à créer de l'emploi. Bon, et au fond, à les rendre en cela, au fond,
presque messianique, bon, presque, au fond, presque providentiel. On va en appeler à des instances capables de créer de l'emploi. Point. Bon, ça, c'est un cadrage. Le cadrage, il peut avoir quelque chose même de strictement esthétique, de télévisuel. Tout récemment, par exemple, CNN, qui est au fond l'organe de pensée libérale aux États-Unis, se félicitait que Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Bon, ça, on peut partager effectivement ces états d'âme, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on se disait, bon, cet homme-là est petit. C'est comme ça qu'on le disait, qu'on le définissait Trump. Là aussi, on peut partager la chose, mais vous verrez où je veux en venir. Cet homme-là est petit, et pour nous montrer qu'il est petit, le cadrage de son départ à CNN était très, très, très large. On voyait la Maison-Blanche, l'hélicoptère hein, Marine One, et un petit point noir qui avançait vers l'hélicoptère et qui était, bon, le président américain déchu, quoi, ou presque, enfin, dans l'opinion. Et, euh, et on disait, oh, this man is so little. Quoi. Cet homme-là est si petit. Mais on nous le montrait petit. Quoi. C'était une décision, au fond, idéologique de nous montrer cet homme-là petit, et ensuite de nous montrer le binôme présidentiel et vice-présidentiel hein, dans contre-plongée, dans des gros plans, avec un éclairage magnifique, avec un regard vers l'horizon comme ça, qui tranche, hein, pour nous montrer que là, on avait des figures qui allaient bon, sauver le monde. Et je le dis parce que cette chaîne-là, CNN, pas une seule seconde, en 4 ans, hein, n'a en quelque sorte fait son examen de conscience pour essayer d'expliquer en quoi elle pourrait être à l'origine du phénomène Trump. Hein, en tant qu'au fond organe officieux du Parti démocrate. Il n'y a, pas eu une seconde, au fond, ou presque, hein, une réflexion sur le fait que, bon, que le Parti démocrate, un peu comme le Parti socialiste en France, a complètement, au fond, rompu avec les travailleuses et les travailleurs, avec un certain prolétariat, avec toute une classe populaire, en fait. Bon, et il y aurait, j'ai pas le temps là, de développer là-dessus, mais on voyait bien que le cadrage hein, consistait simplement à présenter, au fond, quelqu'un comme petit, littéralement, là, le rendre petit sur l'écran, et des gens comme grands, et les présenter avec tous les canons de l'esthétique qui consistent à grandir les gens par des effets hein, de cadrage et d'image. Et cela donne une perspective sur les choses. C'est la même chose pour une entreprise, donc on présenterait comme étant, au fond, pourvoyeuse d'emploi. C'est que du moment que vous voyez les choses comme ça, vous pouvez simplement voir euh, l'entreprise dans la perspective, au fond, des petites gens qui sont démunis et qui n'ont plus pour simple recours dans le monde que d'en appeler aux abois comme ça à l'arrivée d'entreprises qui vont saccager des territoires, vont profiter de subsides publics et quoi encore, détourner leurs bénéfices dans les paradis fiscaux hein, pour faire travailler des gens leur profitant. Enfin, du moment qu'on cadre des choses comme ça, il y a une absence d'analyse et toute la question du progrès, hein, du progrès technique, du progrès économique et en quelque sorte bon, engagé de façon à nous rendre aveugles à un certain nombre de questions d'une autre nature, à savoir bon, qu'est-ce qui fait que les multinationales sont ce qu'elles sont, qu'est-ce qui explique la concentration de pouvoir qui est la leur, quelle est la légitimité de leur pouvoir, hein, privé bien réel, ainsi de suite. Et surtout, bon, il y a 3 autres points, mais je vais insister sur un seul parce que le temps file, c'est celui de la naturalisation. C'est que le discours idéologique vise d'abord et avant tout à naturaliser une position. Naturaliser une position, c'est-à-dire à la rendre évidente et nécessaire, à faire en sorte que ce soit même un réflexe de penser dans ces termes. Donc l'idéologie veut surtout pas faire passer, au fond, ce qu'elle présente comme étant de nature à organiser la société, comme étant de l'ordre d'une option politique, d'un choix, d'une possibilité, mais comme une évidence même. C'est pour ça que très souvent, vous allez entendre des idéologues dire que bon, le capitalisme tel qu'il existe maintenant est enfin, du ressort de la nature humaine elle-même, que nous sommes spontanément capitalistes, que le monde l'a toujours été, que le marché tel qu'il est défini par des milliers de pages d'accords de libre-échange et d'ententes de tout genre et de textes de loi et tout ce que vous voulez, serait tout construit culturellement qu'il est, au fond, naturel. Quoi. Bon. Euh, et la force de la pensée critique, bon, elle relève de 2 choses. C'est d'une part de relever le fait que ce qui ressort de la pensée idéologique n'est pas naturel, mais optionnel, quoi, qu'il s'agit d'un choix, d'une possibilité parmi d'autres, et que cette possibilité-là est régie par des intérêts,
appliqués en fonction d'intérêts et le simple fait de révéler ces intérêts-là, révéler au fond l'aspect vicié du fonctionnement de ce régime hein, est déjà une avancée. Bon, parce qu'ensuite, on ne peut plus présenter les choses comme étant nécessaires et obligées. Quoi. Bon. Euh, on reviendra pour mettre un peu de chair autour de l'os là, pendant la discussion. L'autre point sur lequel je veux vraiment insister, puis là je me réfère à des penseurs comme Max Horkheimer et Théodore Adorno, notamment ce fameux texte, là, Théorie traditionnelle et théorie critique, où, bon, d'une manière magistrale, là, les deux auteurs nous montrent comment la pensée critique, elle n'est pas une pensée de bibliothèque. Quoi. Il ne s'agit pas strictement, bon, ben, je le dis, bon, épaulé par tous mes livres, mais bon, j'ai un contre-champ qui est celui de la vie publique. Hein. C'est qu'en fait, la pensée critique, elle est inscrite dans son fonctionnement même, dans la perspective de changement historique, dans la perspective soit de renversement, je veux dire, d'actes de désobéissance civile, de mutation sociologique, hein, de réformes parlementaires radicales. Bon, il y a toutes sortes de courants hein, bon, d'acteurs qui n'ont pas manqué dans l'histoire de se disputer entre eux. Hein, donc, il y a ça d'une part, donc il s'agit d'une pensée qui est dans l'histoire et qui est dans la rue, au fond, et qui consiste à dire, au fond, penser d'une manière critique, penser d'une manière exigeante, penser d'une manière engagée, penser autrement que l'idéologie n'est pas plus difficile que penser idéologiquement. Hein, souvent, la pensée idéologique est assez complexe, mais c'est parce qu'on l'a martelé que les gens ont fini par l'intégrer. Quand quelqu'un commence à nous dire qu'il ne faut pas trop imposer les entreprises parce qu'elles vont s'en aller et ce sont elles qui fournissent les emplois hein, et qu'il ne faut pas non plus les charger hein, du point de vue hein, des exigences sociales, c'est quand même pas évident penser comme ça. Bon, ben, revenir sur tout ça et penser autrement l'organisation économique d'un monde n'est pas plus exigeant. C'est simplement qu'on n'a pas les moyens médiatiques, notamment qu'il faut pour bon, soutenir des discours d'une autre nature à un rythme, à une cadence, dans une perspective quotidienne. Quoi. Bon. Mais ce n'est pas plus exigeant. Donc, il y a cet aspect-là d'une part, et d'autre part, donc, l'autre élément qui caractérise la pensée critique, c'est qu'elle intègre elle-même le doute sur elle-même. Donc, la pensée critique, on pourrait dire sa visée fondamentale, c'est pas toujours, ça s'est pas toujours avéré dans l'histoire, mais sa visée disons, fondamentale, si on revient à Horkheimer et Adorno, de d'entretenir le doute sur elle-même pendant qu'elle remet en cause un discours dominant. C'est d'avoir toujours en veilleuse, au fond, cette idée qu'elle-même est sujette à devenir l'idéologie de demain, qu'elle-même est sujette à déraper, à se figer et à constituer une sorte d'organone valant pour lui-même et défendant peut-être des intérêts d'un nouveau genre. C'est possible. Hein. Et donc, c'est important de dire ça parce que c'est cet aspect-là de la pensée critique qui va distinguer la critique de la théorie complotiste. Alors, la théorie critique, elle vise, au fond, à refondre le monde en entretenant toujours un doute hein, sur le bien fondé de ce qu'elle avance, ce qui ne lui empêche pas d'avancer des propositions, de pointer dans des directions données, de s'essayer à des choses, mais dans le doute. Et peut-être que l'auteur qui a le mieux résumé cette attitude-là, ce serait Jacques Rigaud, que cite Roland Barthes dans ses fameux essais critiques, hein, et qui dit Et même lorsque j'affirme, j'interroge encore. Quoi. Et même lorsque j'affirme, il y a quelque chose dans l'acte d'affirmer qui ne sature pas la conscience. Hein. La conscience continue quand même de douter de ce qu'elle est en situation d'affirmer quand il s'agit de dire autre chose que ce que l'idéologie nous amène à dire. Bon. Ça va vite, hein, bon, j'ai le temps donc de passer au troisième point qui est celui de la théorie du complot comme telle, qui aujourd'hui prend une place considérable dans le débat public et qui, peut être définie, par rapport à ces 2 premières approches que j'ai balayées du regard. La théorie du complot qui sévit dont on entend parler partout, qui fait même l'objet d'un- de loi maintenant, ou de projet de loi. Euh,
peut être définie de 4 façons très, très différentes. Et là, je vais m'arrêter sur ce point-là parce que j'essaie même pour ma part, pour moi-même, là, de débrouiller un peu cette question-là. Heu, le problème du complot, c'est qu'il n'est pas toujours malvenu, enfin, le complot comme notion. D'abord, c'est une notion de droit, le complot. Si on s'intéresse aux affaires judiciaires, on sait que dans de grandes affaires concernant des escrocs de la finance comme Bernard Madoff, hein, ou Jeffrey Skilling, il y a eu des accusations de complot portées contre eux. Et quand un juge, hein, accuse, condamne pour complot quelqu'un qu'on envoie en prison, il est rare qu'on entende des gens dire ah c'est un délire, voilà bien un paranoïaque qui voit des complots partout. Donc on peut par moment dans notre société utiliser le mot complot d'une manière tout à fait fondée et personne n'a à redire. Hein. Ceux qui vivent au Québec parmi vous ont peut-être en tête le fait que l'ex-maire de la ville de Laval, Gilles Vaillancourt, a été condamné pour complot. Bon, donc il y a des complots, au moins du point de vue du droit. Quoi. Bon, ça c'est un premier élément. Donc ce terme-là existe dans notre culture. Quoi. Il renvoie à des réalités. Quoi. Bon, indéniables. Bon. D'autre part, il y a une approche critique du complot. Si vous prenez par exemple l'historien Marc Nichanian, qui est très sérieux et qui s'est intéressé à la question des génocides au XXe siècle, génocide arménien, génocide des Juifs, pour lui, un génocide est un complot qui devrait être inscrit dans la loi. Et par complot, il travaille un peu l'étymologie, puis il revient au fait que le plot renvoie à l'intrigue. Hein. On sait, en anglais, par exemple, que pour parler de l'intrigue, on va dire the plot, hein, le plot du complot, c'est fois ça renvoie à l'intrigue, et le complot, c'est l'intrigue qu'on partage, enfin c'est le récit, hein, historique qu'on se donne en partage. Et il dit, bon, ben, les génocides, en fait, ont pour caractéristique de gommer trop souvent les traces, de forcer les victimes à s'humilier, à prouver qu'elles ont été victimes, enfin les familles de victimes, parce que les victimes ultimes, elles ne peuvent plus parler, et donc à contraindre à une administration de la preuve humiliante des gens qui ont été déjà suprêmement humiliés. Et donc le complot pour Chagnon devrait être au fond inscrit dans, une, dans les différents régimes législatifs de nos pays, hein, pour faire valoir cette réalité. Donc il y a des moments où la critique engage, hein, la notion de complot pour penser le réel. Aussi, dans cette même approche, on pourrait dire que il y a sur un plan industriel, dans une autre mesure complètement, là, je ne compare même pas ces deux exemples que je donne, là, ils sont tout à fait distincts, mais on pourrait parler de Monsanto comme étant, au fond, engagé dans un complot contre les agriculteurs du monde. Quand on en est à fond, imposer par toutes sortes de stratagèmes et de tactiques des semences qui ne peuvent pas se reproduire elles-mêmes et qui rendent les agriculteurs dépendants du fournisseur qui est Monsanto, ou quand on crée au fond des semences qui poussent à la condition de tuer tout ce qu'il y a sur un sol, hein, on pourrait se dire que c'est une sorte d'affabulation délirante si cette réalité-là nous était racontée par des gens très peu autorisés publiquement, qui semblent un petit peu comme ça dérangés, un peu étranges, qui ont pas qui sont pas bien mis sur eux, pas bien sur eux, quoi, qui sont pas en fait bien, qui paraissent pas bien selon les standards bourgeois de l'époque. Bon, heureusement, cette critique-là est portée par des gens qu'on estime bien, quoi, et audibles dans notre société, et donc elle porte. Mais il s'agit quand même de quelque chose d'incroyable, au fond. Si on n'était pas, au fond, amené à juger juste cette critique-là, étant donné la respectabilité des gens comme la journaliste Marie-Monique Robin, par exemple, qui la porte, on trouverait peut-être que c'est complètement incroyable et délirant. Donc là, il y a des moments où la notion de complot est intéressante, elle est juste, quoi. Bon. Et ce qui m'amène à une troisième lecture de la notion de complot, qui serait une notion de nature polémique. Savoir que l'approche polémique, hein, autour du complot consiste à accuser de complotisme toute personne qui ne pense pas comme on le souhaite. Et on pourrait même y voir une sorte d'immunité idéologique. Selon cette approche-là, euh, euh, bon, il faudrait faire comme si il y a de complot nulle part.
Et que dès que quelqu'un aborde l'idée, au fond, d'une sorte d'arrangement entre des pharmaceutiques et des gouvernements qui se réfléchissent, mais sur un mode sérieux, on peut le faire sérieusement. Le problème, c'est quand on le cesse de le faire sérieusement. Mais on peut soulever sérieusement des questions sur les complots, puisqu'on a bien vu qu'en droit, il y en a. Des juges sont capables de reconnaître qu'il y a des complots adviennent, c'est donc qu'il peut y en avoir qui sont en quelque sorte en cours de réalisation avant même que quelque instance judiciaire se soit prononcée. Mais la force des acteurs au pouvoir, c'est de pouvoir dire, dès que quelqu'un soulève des questions un peu embarrassantes, de dire bah, vous délirez, vous êtes paranoïaque, vous voyez des complots partout. J'ai déjà entendu Charles Pasqua dire ça sur un plateau de RFI. Hein, dire dès qu'on l'accusait d'être mêlé aux affaires de la France-Afrique, par exemple, ou dans d'autres affaires sordides, il lui disait mais non, vous savez, c'est un dérangement de l'esprit. Il y a des paranoïaques qui s'imaginent que je suis tout puissant, moi, le pauvre Charles Pasqua qui ne suis qu'un petit parlementaire. Bon, voilà, et puis dans un acte rhétorique comme ça, il arrivait, en fond, à dénoncer toute critique comme étant le fait d'esprit dérangé. Et cette notion polémique-là, elle est très efficace. Elle entraîne une forme de censure qui est une censure au sens psychique là, que Freud a pu développer nommément et qui consiste à être embarrassé de penser d'une certaine façon parce que psychiquement, on sent qu'elle va encourir des désagréments. On sera en quelque sorte face à des renvois désagréables pour soi si on ose élaborer des réflexions où ces soupçons-là sont en quelque sorte soutenus, bon, présentés comme crédibles, sans nécessairement dire qu'ils sont vrais et avérés et certains. Bon, mais ça, c'est un problème, quoi, de voir des gens crier au complot dès qu'une critique leur est adressée. C'est un phénomène bien réel. Et le quatrième, bon, la quatrième notion de complot, quoi, qui serait bon, celle du délire, quoi, celle de la pathologie. J'ai pas d'autres mots. C'est peut-être que Foucault aimerait pas ça, quoi. Mais je veux dire, vous m'aiderez. Mais c'est celle dont on parle le plus, en fait. C'est la théorie, en fait. C'est l'approche, c'est la pensée qui a qui fait preuve de critique sans la part du doute. C'est-à-dire que bon, la théorie du complot, sur ce mode-là, de plus en plus, au fond, citée, évoquée, hein, c'est une approche qui consiste à être incapable de faire le deuil de quelque part d'ombre que ce soit dans une réflexion, de quelque part d'incertitude qu'il y a dans une réflexion. Nous sommes dans un monde complexe. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de savoir vraiment qui décide, qui est souverain, qui a les rênes, porte la responsabilité de telle ou telle situation. Dès lors qu'on se rend compte du caractère pervers de l'ordre dans lequel on est, dès lors qu'on se rend compte de la façon qu'ont eu les puissants de pouvoir obtenir des résultats sans engager leurs responsabilités. Et là, je serais obligé de vous référer à un livre qui s'intitule Le totalitarisme pervers que j'ai fait sur la firme Total et qui consiste à montrer comment cet exemple-là de la firme Total, qui pourrait valoir pour tellement de multinationales, euh, nous montre des responsables qui ont tout fait pour que leur responsabilité ne soit pas engagée dans la marche du monde hein, qu'ils contribuent à structurer hein, et à favoriser. Hein, donc, il est très difficile dans un ordre comme ça de savoir qui est coupable. Alors, la théorie du complot consiste à, au fond, remplir le vide, coûte que coûte. Se donner n'importe quel élément de réponse. Ah, c'est les Britanniques, c'est les 200 familles juives, c'est la CIA, c'est les Illuminati, c'est je ne sais trop qui. Il faut trouver en quelque sorte une réponse parce que la question est insupportable. Qu'il y ait question est insupportable. Qu'il y ait doute est insupportable et il faut donc mieux vaut affabuler n'importe quelle réponse à une question que de soutenir l'ouverture béante de la question comme s'il s'agissait d'une plaie. Bon, et c'est de cela qu'il s'agit. Et malheureusement, bon, cette espèce de complaisance hein, dans la pensée, parce qu'au fond, la, la- la pensée, la pensée complotiste, c'est une pensée critique précipitée. C'est une pensée critique pleine de prothèses, hein, pleine qui calfeutre continuellement les failles, qui remplit continuellement le vide, qui sature les ouvertures, bon, qui ne supporte pas donc l'interrogation, qui travaille la pensée, bon, et qui est pour cette raison-là tonitruante, assourdissante, quoi, stridente. Euh, eh ben, elle nous nuit, elle nous nuit parce qu'elle finit par, au fond, déteindre sur l'approche critique. Et c'est ce qui fait l'affaire
des polémistes qui vont continuellement, au fond, s'amuser, au fond, à confondre ceux qui ont une approche critique et ceux qui ont une approche complotiste, comme s'ils se valaient. Et c'est pour ça il s'agit d'un objet de préoccupation pour nous. Je pourrais conclure en disant que c'est ce qui explique, au fond, le succès dans les classes populaires du Front National en tant qu'il est, enfin du Rassemblement National maintenant, si on maquille, en tant qu'il est depuis longtemps soumis à, à l'interpellation aussi du front de gauche ou des insoumis, enfin depuis 10 ans. C'est qu'en fait, là, on retrouve entre le mouvement des insoumis, le front de gauche, le parti de gauche d'une part, et d'autre part, le Front national devenu le Rassemblement national, un petit peu la même tension qu'entre la pensée paranoïaque du complot et l'approche critique. Pourquoi? Parce que au fond, dans l'approche que prévaut, que, que défendent les insoumis, il y a une exigence, il y a un engagement. C'était particulièrement vrai quand le principal porte-parole du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, parlait explicitement d'écosocialisme, par exemple, ou de l'économie de la mer, au fond, qu'il avançait des projets comme ça qui supposaient qu'on se situe dans le monde par rapport, au fond, à un engagement de la pensée et par rapport aussi à une mutation hein, du vocabulaire des idées. Alors que dans l'extrême droite, il peut y avoir un effet de séduction parce qu'il s'agit d'une pensée paresseuse, qui consiste à dire, au fond, tout va bien, tout irait bien si nous n'étions que nous-mêmes, mais nous sommes en quelque sorte parasités par des éléments étrangers, nous sommes en quelque sorte corrompus par des éléments corrupteurs, et tout ce que nous devons faire, c'est nous débarrasser hein, de ce qui nous corrompt et de ce qui nous envahit, hein, pour retrouver en quelque sorte notre pureté, hein, pour faire un avec nous-mêmes et sombrer quoi, dans le sommeil de l'unicité quoi, et dans le formol du même hein, qui va perdurer jusqu'à la nuit des temps. Quoi. C'est une pensée paresseuse parce que c'est une pensée qui, au fond, ne fait que présenter euh, l'altérité à une sorte de réalité présentée comme une, hein, comme étant vent de nature à nuire, à corrompre, à ourdir, je ne sais trop quelle euh, corruption, quoi. Et j'ai l'impression, même si mon recoupement n'est pas parfait, là, qu'il y a quelque chose à penser là, entre bon, une sorte d'analogie imparfaite, quoi, entre d'une part la théorie critique, l'approche critique, la pensée critique, qui est une pensée du mouvement, du changement, de la transformation, de l'engagement d'une part, et d'autre part, la théorie du complot, au fond, euh, pathologique, hein, qui consiste au fond paresseusement à commencer par des éléments de réponse pour mettre fin à tout questionnement et à tout faire entrer hein, dans cet ensemble hein, de réponses saturées qu'on s'est données pour se garder de penser le monde dans sa complexité. Moi, c'est comme ça que je présenterai les choses. Merci Alain Deneau. Hem et merci pour, cette clarification en ces 3 types, de pensée idéologique, critique et complotiste et puis, votre, conclusion qui de mon point de vue et je ne vois pas arriver toutes les questions, mais rejoint pour certains d'entre nous, les raisons pour lesquelles nous sommes, à la France insoumise. Et pour une fois, on n'entend pas venant de vous, c'est impossible de toute façon, même si vous dites il y a quelque chose à penser entre Rassemblement national, France insoumise, et puis voire même Front de gauche avant. C'est comme ça que les médias peuvent parler de ces populismes, alors que bon, il n'est pas question de la même chose parce que d'un côté c'est une pensée critique et de l'autre côté c'est une pensée complotiste, paresseuse. Ce que j'apprécie vraiment, c'est quand vous dites comment précisément, ce que Jean-Luc Mélenchon, fait, c'est d'engager la pensée, quel que soit le public à différents niveaux. Les conférences à Sciences Po, par exemple, sont absolument, extraordinaires.
Je me souviens aussi de discussions justement avec, des habitantes et des habitants de Calais contre l'émigration et comment Mélenchon a pu les retourner en disant: «Mais enfin, vous seriez les premiers à pleurer de voir ces gens se noyer dans la Méditerranée» et là, la pensée paresseuse toute prête se pose et effectivement, je suis sûre que le lendemain, ces gens-là allaient nourrir les autres. Mais c'est aussi une des caractéristiques de la France insoumise, je crois, que d'avoir ce souci, d'éducation populaire, c'est toutes les caravanes, hein, et là où la France insoumise a eu des voix pendant les dernières élections présidentielles de 2017, c'était à la fois dans les grands centres urbains où il y a eu ces grands meetings complètement exaltants et puis dans les quartiers, où, les caravanes sont passées, c'est-à-dire le porte-à-porte. De quoi avez-vous besoin? Comment vous voyez la vie? Et cetera. Et ce cycle de conférences, un des objectifs de ce cycle de conférences, c'est précisément, de nous apporter les moyens, de penser des situations qui sont à la fois claires, obscures et c'est pas forcément, analysé et donc je crois que là, avec votre conférence, c'est vraiment ce qui se passe et ce qui permet aussi de comprendre comment on peut nous rapprocher, pour des raisons complètement, fallacieuses et injustes, des mouvements, de gauche écosocialistes, du Rassemblement, national. Et je voudrais passer peut-être, j'avais préparé un certain nombre de questions, mais les questions qui me sont arrivées là, sont absolument, passionnantes. Il revient sur les différents, types de pensées dont vous avez parlé. Je commencerai par celle-ci. Hem, la manipulation des mots au service d'une idéologie la manipulation des mots, pardon, au service d'une idéologie n'est-elle pas consubstantielle à toutes les idéologies? En quoi l'époque actuelle serait-elle particulière sur ce sujet? Est-ce que vous souhaitez, rassembler les questions, que j'y réponde sur mode dialogique? Ah, si vous voulez, je peux les rassembler, oui, parce que, Oui. alors attendez, je vais du coup les lire de cette manière, même si je vous fais plus face. Une autre question qui pourrait être proche de celle-ci, alors la première était de Michel Brun, à New York. La deuxième, vous parlez très justement de la naturalisation utilisée par, l'idéologie dominante pour justifier le capitalisme. Pour autant, quel usage faire des nouvelles recherches scientifiques en anthropologie, en biologie, en psychologie, qui montrent que la nature, voire la nature humaine, n'est pas la compétition comme on a pu le croire, mais plutôt l'entraide et la coopération? Mmh. Hem, dans un voilà, une autre là, c'est une question, du Québec. Jérôme Avrillon. Est-ce possible, troisième question, est-ce possible de douter publiquement dans un environnement académique sans ouvrir les portes de non-crédibilité? Heu, alors là, je ne comprends pas, flip-flop et cetera. C'est peut-être du canadien. Mmh. Je vois pas bien ce que ça veut dire pour, une J'entends. universitaire. Et peut-être une autre question qui pourrait se rapprocher de ces 3-là, avant de passer, quand vous aurez répondu à un autre type de question. Dans un tel contexte, comment voyez-vous le potentiel subversif et militant du milieu communautaire à partir du moment où il se voit colonisé par toute l'idéologie technocratique? Il me semble que la lu il me semble que le langage de la lutte, qui devrait être au cœur du communautaire, se voit aseptisé et sert à justifier le statu quo. Là, je suis pas sûre finalement que cette question ait à voir avec les 3 précédentes. Bon. Oui, je peux, bah, déjà un mot, je vais revenir sur l'expression de populisme, hein, que vous avez citée là, qui est souvent, cette espèce de Jeanne tarte à Bodin. la crème là, cette espèce de au fond de notion parapluie qu'on utilise pour, faire passer, en fait, tout ce qui, relève, bon de formes contestataires. Je vais seulement, en référer à ce qu'a répété sur la question Jacques Rancière, qui est un Mmh. philosophe, hein, de l'émancipation, à savoir qu'on a là simplement par l'usage du mot, un rappel, du mépris dont sont capables des gens convaincus de s'être eux ici au sommet. Savoir que
ce qui est à l'origine du mal, c'est ce qui provient du peuple, quoi. Et le Mmh mh. populisme, c'est au fond cette idée que ce qui est mal provient du peuple et que l'élite est là en quelque sorte comme une série de fusibles, enfin comme une série comme de filtres pour s'assurer que ce qui remonte d'en bas ben, n'atteigne pas complètement le sommet, quoi. C'est un petit peu le rôle qu'on associe aux partis politiques, aux assemblées législatives, et puis pourquoi pas aux instances judiciaires. Alors que, bon, ce que Rantier remonte enfin, les yeux au ciel, l'air de dire des banalités, c'est qu'en fait, le mal, il peut venir de l'élite elle-même. Dire l'élite elle-même, c'est l'élite avec d'énormes guillemets, parce que c'est vraiment beaucoup flatter des gens de peu d'envergure, souvent, que de les présenter comme l'élite, quand ils sont simplement des dominants. Je veux dire, les dominants peuvent très bien, eux-mêmes, les premiers, je dirais, être grossiers, être racistes, je dirais, être vulgaires, être stupides, je dirais, être ignorants. Et c'est bien commode ensuite de faire passer au fond, ces attributs-là pour ceux du peuple et de se présenter soi comme au fond les gardiens de la sagesse. Bon, ça, c'est vraiment très gênant. Que ce mot-là, en fait, c'est un petit peu comme tous les autres. Et, il nous aveugle, quoi. Il produit de la censure. Et la censure est jamais aussi efficace que lorsqu'elle se censure elle-même sous la forme de l'affirmation. C'est le propre de la censure aujourd'hui. Merci d'être revenu sur, les usages, de ce terme c'est qui vise à discréditer ceux qui pensent ceux qui ont une pensée critique justement. oui, tout à fait. Ça, Oh, on met tout le monde dans le. Oui. Euh, Oui, je j'ai pas du tout la prétention de dire que, il y a quelque chose de nouveau quant au fait que les régimes développent un vocabulaire qui leur sert. Je dirais par contre, peut-être que depuis la révolution industrielle et le capitalisme, il y a, quand même un caractère scientifique, hein, qui est, qui relève, hein, du rapport au langage. C'est-à-dire que des ordres de psychologues, de sémanticiens, de penseurs politiques de tout genre, de sociologues, je veux dire, sont venus en quelque sorte outiller les institutions de pouvoir, hein, pour les amener à bon, développer un langage qui est de nature à hypnotiser des gens. Moi, je me souviens, par exemple, de François Hollande quand il était strictement le porte-parole du Parti socialiste. Moi, jamais j'aurais pensé qu'un type comme ça pouvait devenir président, là, parce que je voyais bien qu'il n'était qu'un sémanticien. Il le dit même, bon, en respect pour sa personne, c'est simplement quelqu'un qui plafonne. Mais je voyais en lui, quand il était au fond le porte-bouche de Jospin, qui était vraiment celui qui animait ce parti-là, quoi, dans ces années que j'ai connues, je le voyais comme un strict sémanticien. C'est-à-dire quelqu'un qui se levait le matin, on se demandait quel mot il utiliserait pour ne pas trop fâcher un tel, mais quand même marquer des points contre un autre. Puis bon, et c'était qu'une acrobatie, quoi, par rapport à des choix de mots. Et on voit bien qu'il s'agit là d'une sensibilité dans la communication publique qui est assez moderne. On ne peut pas penser qu'il y avait dans d'autres régimes anciens qui procédaient tout autrement, par rapport à des privilèges, par rapport à des distinctions, hein, sur les droits, hein, ce souci-là, quoi. Bon, et cela s'est augmenté de l'apport de l'informatique. Hein. Vous avez le scandale de Cambridge Analytica qui est très parlant aux États-Unis lors de la campagne électorale présidentielle de 2016 au profit de Donald Trump. Le Cambridge Analytica, Facebook ont, je veux dire, carrément euh, fourni des experts à l'équipe de Trump pour les amener à travailler par algorithme interposé, évidemment, sur les mots-clés d'utilisateurs, hein, de Facebook. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on pouvait comprendre que quelqu'un avait tendance à bon, visiter, dire, consulter tel ou tel site sur tel ou tel thème par rapport à telle ou telle orientation politique ou même culturelle, hein, ou même, pourquoi pas sportive. On allait chercher les mots, les signes et les symboles qui intéressaient ces utilisateurs-là d'Internet pour les associer à la marque Trump, simplement par algorithme. Donc, on voit bien que là, il y a un rapport au langage qui est nouveau. S'il y avait quelque chose de nouveau, ça se passerait là, je dirais, sur le plan des moyens, mais pas sur le plan des intentions. Enfin, depuis la modernité, ce serait une vaste question. Quant à la naturalisation, du capitalisme, bon, moi, je travaille sur la notion d'économie en tant qu'elle a existé, hormis ce qu'en ont fait les sciences économiques. Je m'intéresse à la façon dont ce mot-là a été central dans des disciplines comme la rhétorique, la linguistique, la théologie, la psychanalyse, la psychologie, la biologie, les sciences de la nature, les mathématiques, hein, la logique, hein, et l'éthique.
hein, notamment, et je pourrais citer d'autres disciplines, ce mot d'économie-là, elle n'appartient pas aux économistes, hein, Mmh. et le mot d'économie n'appartient pas au capitalisme non plus, encore moins. Et effectivement, il y a tout un travail à faire pour, d'une part, distinguer le mot capitalisme du mot économie pour qu'on n'ait pas envie de se défaire du mot économie en pensant se défaire du capitalisme. Donc, et là, je cite une revue qui s'est intitulée littéralement Sortir de l'économie, comme si l'économie devenait le mal, devenait un problème, devenait en fait une instance de pouvoir, alors que c'est un objet de pensée qui a été dévoyé. C'est pas Mmh. la même chose. Il a fait l'objet d'une récupération par des idéologues. Hein. Et une fois que cette distinction-là est faite, investir le mot économie de signification qu'il a eu, hein, restaurer une mémoire, hein, pour que ce terme-là retrouve sa puissance, hein, qui consiste à nous amener à penser les relations bonnes, les relations, hein, qui sont opérées ou qu'on observe entre des choses en tant qu'elles sont escomptées. C'est ça, autant du point de vue de la symbolique que des affects, que des éléments, hein, du vivant, hein, que des artefacts, hein, provenant de l'organisation sociale. Donc, il y a toute une restauration du mot, au fond, d'économie qui aussi renvoie à ce qu'appelaient au XVIIIe siècle les naturalistes l'économie de la nature. Quoi. Bon, là, on n'est plus dans la naturalisation de l'économisme des économistes capitalistes, hein, depuis bon, les physiocrates, hein, qui ont produit ce discours-là avant Adam Smith, mais à une économie de la nature, c'est-à-dire une pensée de la nature elle-même comme relevant du principe même de l'économie, comme étant un principe d'agencement bon. Euh, bon, à l'université, bon, je veux dire, l'université, bon, le problème, c'est qu'elle tente à devenir une sorte d'usine, quoi. C'est-à-dire la tension, la pression est grande, hein, pour faire tendanciellement des professeurs, des chercheurs, des doctorants, des étudiants, des, bon, des artisans dans une usine où il s'agit de produire des résultats de recherche pour des clients. Bon, le problème de l'université, c'est qu'elle n'a jamais été autonome. Hein. C'est un fantasme de penser que dans un temps ancien, bon, on avait une université forte d'elle-même, capable de... L'université a toujours a eu une suture institutionnelle. L'Église, l'État, le marché, on peut le dire comme ça. Bon. Et à partir du moment où l'État a pris en charge le fonctionnement institutionnel de l'université, il s'est agi pour des universitaires éclairés de militer pour que l'État laisse à l'université son autonomie et qu'elle soit même un garant de son autonomie, que l'université se voit protégée par l'État pour laisser des gens, on pourra dire dans leur tour d'ivoire péjorativement, mais c'est peut-être des conditions nécessaires pour que adviennent des connaissances, des réflexions, des notions, des concepts, des résultats de recherche, des études qui ensuite ont à passer pour quelque chose relevant du bien public, hein, du service public. Hein. L'université est un service public dans le sens où les professeurs ont aussi, dans un deuxième temps, après avoir été des rats de bibliothèque, hein, ont à présenter au public d'une manière audible et accessible des résultats de recherche parce qu'ils sont au service du public et c'est le public qui les finance. Ça, c'était l'état d'esprit, je dirais, d'un ancien régime parce qu'aujourd'hui, on est passé dans un ordre complètement clientéliste où l'université, en fait, ne pense qu'en termes de marchandises. Et l'université produit deux types de marchandises ahurissantes. D'une part, ce sont des résultats de recherche, c'est-à-dire qu'on est commandité par des instances qui veulent bien qu'on respecte un code de déontologie et qu'on apporte de la crédibilité à des résultats, mais en même temps, qui veulent bien que les résultats ressemblent un petit peu à ce pourquoi ils payent. Bon, et cela crée évidemment une situation de conflit d'intérêts parce que les professeurs vont continuer au fond, de fonctionner sur un mode pseudo-autonome dans la restriction mentale pour donner des allures d'objectivité et de neutralité au fond, à des études, à des recherches qui sont commandées. Mais pas seulement commanditées, mais commandées, quoi. Et on sait très bien, comme le client a toujours raison dans notre ordre, que si on est un petit peu trop loin de la cible, eh bien, on va perdre son client, quoi. C'est ça le phénomène d'expertise. Ça, c'est la première marchandise. Et la deuxième marchandise, elle concerne les étudiants eux-mêmes. Et ce qui est effrayant, c'est qu'on dit aux étudiants que pour eux,
le diplôme est une marchandise, on les amène à payer très, très cher, hein, leur droit d'inscription pour suivre des cours, bon, et avoir un diplôme qui très souvent est plutôt une sorte de sésame, hein, dans un univers social, hein. Les cours sont peut-être sont pas nécessairement d'une grande tenue, hein, mais voilà, on paye pour un sésame qu'on finit par obtenir à force de traverser des rites, bon, et on peut, grâce à ce sésame-là, être concurrentiel sur un marché du travail et se présenter, comme je le disais tout à l'heure, comme une ressource humaine, hein, auprès d'embaucheurs, bon, comme demandeur d'emploi. Mais ça, c'est la version qu'on présente aux étudiants, mais aux entreprises, on dit autre chose. Aux entreprises, on dit on a de l'étudiant à vendre. Nous, on produit de l'étudiant. On produit de l'étudiant conforme à vos attentes sur le marché du travail. Et au Québec, on sait que le recteur Guy Breton de l'Université de Montréal avait présenté les choses ainsi. On avait l'impression d'entendre la citation de Patrick Lelay de TF1 là, sur le temps de cerveau disponible qu'on fait à Coca-Cola. C'était à peu près la même phrase. Breton avait dit on produit à l'université des cerveaux adaptés aux besoins de l'entreprise. Vous avez aujourd'hui un ancien responsable de Total, hein, à la tête de l'École polytechnique de Montréal. Je veux dire, quelqu'un qui est passé directement de Total à l'École polytechnique et qui a vanté dans ses réunions ces réunions, ces premières réunions, la participation des entreprises dans l'enseignement, hein. Bon, donc on voit qu'il y a là, il y a vraiment une corruption là, fondamentale là, qui est à l'œuvre, et cela crée au fond un phénomène d'isolement. Bon, euh, pour les intellectuels qui continuent de penser en termes vocationnels, qui continuent d'avoir l'impression que leur rôle social consiste à faire reposer sur les puissances mêmes de l'esprit, hein, la production d'écrits, de pensées, de savoir, de discours. Et il en tient à nous de résister, mais c'est un acte de résistance. Bon, moi, je veux dire, j'ai travaillé pas mal à Montréal. Aujourd'hui, je pourrais dire que l'Acadie m'a offert sur le plan des universités l'asile politique. Et je peux ici travailler librement, mais ce sont maintenant des niches. Ce sont maintenant des niches qui allouent cette liberté-là. Et je crois qu'à terme, l'université le paiera très cher. Mmh. Parce qu'il y aura un moment où elle se discréditera elle-même. Elle est en train de le faire. C'est-à-dire, et donc, elle n'aura plus en son sein que des médiocres, des affairistes qui cherchent à travailler en termes de grattage de dos puis de renvoi d'ascenseur. L'autre question, c'était, oui, sur le communautaire. Je suis absolument d'accord, hein, au fond, le communautaire, très souvent, là, dans la vie communautaire, euh, très souvent, un petit peu comme le rapport entre morale et éthique, quand on le comprend mal, là, on vit autant au fond l'éthique c'est une morale sans Dieu, autant le monde communautaire c'est une pastorale sans église, quoi. C'est-à-dire qu'il se peut très bien parfois que le monde communautaire soit simplement prenne seulement le relais d'institutions religieuses qui ne sont plus bon, qui ont plus les assises requises pour faire la charité. Du moment qu'on voit le communautaire comme au fond prenant le relais du religieux sur un mode laïque pour faire la charité comme on la faisait avant, ben, il permet simplement à l'État de se dédouaner de sa mission sociale et en faisant travailler des gens sur la base simple, c'est des femmes hein, souvent, hein, sur la base au fond du souci, du soin, je veux dire de cette faculté prétendument naturelle qu'auraient notamment les femmes de donner, de se donner, de se consacrer au sort du prochain, bon, ainsi de suite. Et si l'avenir du mouvement communautaire doit passer par un rapport bon, subversif à cette fonction-là qu'on lui attribue et surtout ne pas passer pour le parent pauvre du service public ou pour un ersatz de service public, mais au fond, au fond pour le dire autrement, mais c'est tout le régime des subventions qui rend cela difficile, mais c'est que le monde communautaire doit absolument se voir comme un relais du peuple et pas comme un relais de l'État, un relais faible de l'État, un relais en quelque sorte pauvre de l'État, comme si, au fond, il y avait des gens qui avaient des problèmes d'une telle nature et qui étaient tellement, au fond, ignorés de la société que c'est par un régime social pauvre
dire de second ordre qu'on allait, au fond, les rejoindre en sous-payant ceux qui sont en cause, en les mettant parfois en danger et en faisant aussi en leur faisant subir une telle pression du point de vue des revenus que très souvent, on assiste dans le monde communautaire à des foyers de harcèlement moral parce qu'on verra des gens qui ont des budgets maigres pour gérer, enfin, des objectifs écrasants qu'on Mmh. en vient, au fond, à faire du temps supplémentaire à des gens qui n'ont pas vraiment à en faire, à faire du chantage affectif, bon, mais à écraser des gens sur la base, au fond, de leur bonne foi, qui, bon, à l'origine de l'embauche. Ça, c'est tout un sujet que je connais à peine, là. Je veux dire, j'en parle plus sur le mode presque du oui-dire, mais on voit bien qu'il y a quelque chose là à articuler, à penser. Ce serait, avec quelqu'un d'autre que moi, évidemment, une conférence à faire. Mmh. Merci. Il y a un autre ensemble de questions et là je suis obligée de sélectionner qui portent sur, que faire? Que faire contre, pour, combattre finalement ces pensées, complotistes et idéologiques? Alors plus précisément, une des questions, est faire usage de la pensée critique de par soi est une chose, mais au vu de la situation présente, l'exprimer peut devenir un jeu d'équilibriste dont on préfère parfois s'abstenir. Le moins de questionnement semble désormais être preuve qu'on est pro, anti, X ou Y et non plus être ce qu'il est. Un questionnement de l'esprit pour élargir sa vision, développer sa compréhension d'un sujet donné et s'apercevoir qu'on faisait fausse route. Novlangue et idéologie cherchent à nous hacker le cerveau et maints débats n'en sont plus. S'auto-censurer pour prévenir la censure de l'autre, à notre égard, est-ce encore faire preuve d'esprit critique? Comment sortir d'un tel cercle vicié? Question enfin, une autre question dans la suite de celle-ci. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour réussir à débattre avec les complotistes convaincus? Euh, Autre question, Franck Lepage disait sous un ton humoristique, hein: «Le problème avec la théorie du complot, c'est qu'on en voit partout, soit qu'on en voit partout, soit on n'en voit nulle part». Votre point de vue sur la complexité du monde peut aussi être un bon argumentaire lorsque l'on se trouve devant les paresseux de l'esprit. Le développement de cette habitude de trouver des théories du complot à tout problème n'est-il pas une preuve, une façon de détourner les peuples des problèmes qui pourraient être démocratiquement résolus et possibles? Et peut-être une question encore plus synthétique, hein, mais qui est: comment répondre à la question thatchérienne «There is no alternative». Et ça, on est vraiment dans l'idéologie. Mmh. Voilà, donc Heu, je sais pas si ces questions que j'ai rassemblées font sens, oui. mais Beaucoup moi, je remarque depuis le début et voyez-y le contraire d'un reproche là, que beaucoup de questions sont en quelque sorte largement des commentaires, heu, bon, sous la forme de questions et c'est très bien. C'est très bien, c'est pour ça qu'on est là et il y a des choses desquelles je ne sens pas que j'ai à répondre. J'entends ce que suscite, bon, cette discussion et c'est tant mieux. Donc je ne vais pas mmh. prendre sur moi, bon, tous les raisonnements, tous pertinents là qui surviennent. Hem Et je dois dire aussi une autre chose, moi je suis très mauvais dans la discussion, du tac au tac. Ça m'ennuie. Je veux dire, si j'ai quelqu'un qui est un théoricien du complot devant moi, souvent j'en ai eu quelques-uns ces temps-ci, et qu'on sent que la raison là n'embraye pas. C'est-à-dire qu'on peut essayer par ses rouages de rencontrer les rouages de l'autre, puis au moins essayer d'instaurer un champ. Mais très souvent, le théoricien du complot solide, là, c'est quelqu'un qui sait déjà en quelque sorte discriminer tout ce qui lui vient en fonction de l'utilité que ça a pour sa thèse qui est préétablie. Mmh, Alors si mmh, tu mmh. me dis cela, c'est forcément faux parce que la personne qui l'a dit appartient à telle mouvance et c'est une mouvance corrompue, donc ce que tu me dis n'a pas de valeur. Et ah là, ça, si tu me le dis, je suis d'accord, ça me sert, donc je le prends. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors tout ce qui reste à dire, bon, j'espère que tu seras heureux dans ta foi, parce que là, on rentre dans un rapport de croyance, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une logique de croyance, c'est-à-dire essayer d'expliquer à quelqu'un qui croit dur comme fer à un Dieu qu'il a tort, ou quelqu'un qui croit dur comme fer en l'athéisme, qu'il a tort, vous y arriverez pas parce qu'il s'agit d'un régime de croyance, quoi. Et l'argumentation, elle vient presque comme, au fond, comme une sorte de paravent ou comme une sorte de presque d'ornementation, quoi. Il y a quelque chose de la pensée qui n'est pas fondamental. Donc du moment qu'on est face à la croyance, je pense que tout ce qui reste à dire, c'est au moins de dire, ben, c'est de la croyance.
Voilà, c'est un acte de foi, j'y peux rien parce que la foi ne suppose précisément par définition, hein, la condition de possibilité de la foi, c'est de ne pas se laisser argumenter, c'est d'exister en dépit de l'argumentation, indépendamment de toute argumentation. On a foi en quelque chose parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Mmh, mmh. Hein, je crois en 8 dieux, je crois en un Dieu, je crois en ce Dieu-là, je crois. Bon, c'est strictement, c'est une position postulée, quoi. Et donc, on peut au moins mentionner que là, on est dans le régime de la foi et dire à la personne, c'est même plus la peine d'argumenter, quoi. Bon, il y a ça, bon, par exemple. Euh, je suis aussi d'accord, et je suis content que le point ait été mentionné, qu'il y a quelque chose de très voisin entre la théorie du complot et les polarisations actuelles, qui ne sont pas toujours présentées sous le mode complotiste, mais qui peuvent relever des mêmes procédés intellectuels, à savoir, je sais. Non, et c'est un savoir que Spinoza présenterait comme de l'ordre des passions tristes, hein. C'était une sorte de surinvestissement dans une, dans un pour un certain nombre de discours qui sont qui produisent un rapport de domination. C'est-à-dire que la personne polarisée ou complotiste au sens pathologique, là, seul dans les termes de Spinoza peut-être, c'est la personne qui se laisserait dominer par un discours. C'est qu'elle ne détient plus le discours, elle n'a plus, au fond, un rapport en fécond à un discours. C'est le discours qui possède cette personne-là de la même manière que l'alcool possède l'alcoolique, quoi. C'est que là, on est en quelque sorte, on a jeté son dévolu sur un discours qui devient plus fort que soi, et ce discours-là a une autorité sur soi, un ascendant sur soi tel qu'on s'en trouve dépossédé. Et quand on est face à une situation comme celle-là, encore une fois, hein, peut-être que la seule chose qui reste à faire, c'est essayer de ce que fait la pensée critique très souvent, c'est de faire une halte. De pas d'entrer dans l'argumentation puis de jouer dans une joute verbale comme ça qui est stérile, mais d'essayer de comprendre le mécanisme de ce qui se passe en faisant un pas de côté. Mais il faut vraiment être face à quelqu'un qui est prêt à écouter autant qu'on serait prêt à faire une psychanalyse, quoi. Bon, et ça suppose des dispositions particulières. Mais au moins, on peut le faire par rapport à soi, au moins pour se garder soi, au fond, d'être entraîné dans toutes sortes de pièges, de tactiques, parce que très souvent, on est face à des gens qui ont tout un argumentaire qui fonctionne comme un rouleau compresseur, et il est important, en fait, de s'immuniser aussi face à des formes discursives qui peuvent être agressives. Euh, il y aurait, avec la théorie du complot, pour essayer simplement de parachever cette analogie que j'essaie de faire, et la polarisation, on pourrait faire une comparaison entre le complotisme et le moralisme. Parce que le moralisme, si on est sérieux, on peut se dire que c'est le contraire de la morale. Le moralisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser un discours moral à des fins de pouvoir, indépendamment. Si vous voulez un exemple, relisons Tartuffe de Molière, quoi. C'est d'utiliser, au fond, des ressorts moraux d'une manière assez froide, et à la fin peut-être un peu cynique. Bon, ça peut être un peu complexe parce qu'on peut aussi avoir une vraie adhésion à des idées, mais tout d'un coup se mettre à les utiliser en moraliste, et finalement ne plus voir au fond que la dimension utilitaire de cette adhésion qui peut être par ailleurs sincère, mais qui consiste en fait à s'enfermer ensuite dans un discours qui est critique sans la part dubitative, et donc étant critique sans la part dubitative, devient aveugle, quoi, et devient stérile. Je suis désolé d'aller un peu vite. Là, il faudrait vraiment s'arrêter sur des cas. Et puis, Non, non, je veux mais dire, j'y vais simplement comme ça de tremplin, là. Moi, je comprends que Franck Lepage ait ses effets de scène, et ils sont tout à fait bienvenus, hein. Mais si on prend, on va dire, à la lettre, parce que, au-delà du contexte scénique dans lequel il énonce des choses, ce qu'il dit sur le complot, je pense qu'on peut vraiment, c'est ce que j'ai essayé de faire, là, distinguer les rapports au complot et, euh, et en voir partiellement. Je veux dire, mais ce qu'il mentionne là, c'est plutôt ce qui relève d'un symptôme ou d'un problème que d'une réalité là, fondamentale sur le plan de l'esprit. Et effectivement, je crois que c'est ce qu'il faut distinguer, disons, quoi, que ce que Franck Lepage dit, c'est à l'évidence, là, j'espère que j'ai pas besoin de l'expliciter plus que ça, là, c'est qu'il dénonce un phénomène culturel qui, évidemment, se dénonce de lui-même, quoi. Bon. Euh, euh, there is no alternative. là, on Euh, est dans l'idéologie et on voit euh, bien justement, comment toute cette idéologie sur on ne peut pas tolérer la dette, sur l'austérité est en train de s'effondrer.
dans d'autres discours et dans la mise en œuvre de pansements Oui. face à la pandémie, que ce soit des politiques de welfare aux États-Unis, le gouvernement français qui maintenant va donner ce qu'il appelle des chèques psy aux étudiants. Dans d'autres ouvrages ou dans d'autres entretiens, vous dites combien on ne peut pas lutter. Peut-être que on pourrait conclure de cette manière. On ne peut pas lutter de front devant des formes de pouvoir aussi complexes et qu'il faut peut-être attendre ces moments de crise. Est-ce que vous pouvez développer et est-ce que on n'est pas en train de voir que there is no alternative justement est en train de s'effondrer? Oui, on peut atterrir sur ce point-là, peut-être en reprenant aussi un élément des points précédents là. Moi, j'ai un respect inouï pour les gens qui font preuve de pensée critique dans l'ombre, qui ne tirent aucune gloire à dire dans une réunion de travail professionnelle, qui sera jamais médiatisée et qui suscitera jamais de soutien public de quelque ordre que ce soit, de dire tout d'un coup dans une réunion professionnelle: moi, non, je n'utiliserai pas le terme client. Moi, non, je n'engagerai pas la pensée sur ce plan-là pour telle ou telle raison, parce que cette façon de penser est contraire à la vocation de l'organisation dans laquelle nous sommes. Hein? Bon, il y en a. Ils constituent le poil à gratter des organisations. Ce sont des gens héroïques qui se font détester, qui se font marginaliser et qui pourtant sont des résistants. Et ce serait en quelque sorte, on pourrait dire, les critiques inconnues. Je ne sais pas si on peut filer d'autres analogies encore, mais il y a là quelque chose d'un anonymat dans la résistance que je trouve moi absolument remarquable. Et c'est très souvent là qu'il peut y avoir au moins une sorte de veille quant au maintien d'un certain vocabulaire alternatif qui permet, au fond, au vocabulaire idéologique de ne pas exister seul, quoi, de simplement, au moins, de le mettre en crise, quoi. Euh, et c'est la même chose pour le There is no alternative, au sens où le moment où cette espèce de naturalisation du discours est le plus pervers, c'est quand il n'a plus à se dire. Parce qu'encore que Margaret Thatcher soit obligée de le dire, c'est presque rassurant. Parce qu'elle est obligée en quelque sorte de résister à quelque chose qui relève même d'une évidence, hein, qui s'appelle la société, qu'elle est en train de nier en même temps qu'elle la nomme. Hein, Mhm. dire I see no such thing as a society, c'est tellement aberrant comme phrase parce que si on ne la voit pas, la société, comment on peut dire qu'on ne la voit pas? Je veux dire, c'est tellement, je veux dire, même, c'est même plus absurde, c'est de l'ordre de la bêtise. Là. Je veux dire, si on ne voit pas quelque chose, pourquoi ça donne-t-on à en parler? Donc, il y a toujours un peu de oui dans le non, quoi. C'est toujours plus compliqué. La négation est toujours une affirmation. Bon, perd son âme, quoi. Mais voyez encore. Mais bon, mais le problème du TINA, c'est euh, c'est euh, c'est c'est lorsque il se révèle sans devoir se dire. Dans l'expression, par exemple, développement durable, hein, qui s'est substituée en 1987 à celle de décroissance qu'avaient lancée 15 ans auparavant les auteurs du rapport Meadows, hein, qui avaient dit voilà, halte à la croissance, limite à la croissance. Quoi. Il faut, je veux dire, penser en termes de réforme radicale, voire de révolution, hein, parce que ce régime-là dans lequel on est, de l'industrialisation et de la croissance financière, est en train de mettre à mal le vivant, les territoires, les océans. Bon, et on a opposé de manière tout à fait idéologique à l'ONU dans une commission qui avait la réponse avant la question. C'était une commission qui s'appelait Environnement et Développement. Hein. On a développé ce terme de développement durable qui devait, en quelque sorte, raturer l'autre et placer au centre de la pensée écologiste le mot développement, qui était en fait la cause du problème et surtout pas celui qui annonce les solutions. Mais de faire passer le terme de la cause à la solution, parce que pour les auteurs, enfin, Madame Brundtland au premier chef hein, de ce rapport, il y avait une volonté de présenter comme impensable et comme impensé le changement de régime lui-même.
Vous pouvez parler d'écologie tant que vous voulez, faire les diagnostics que vous voulez. Il y a une chose que vous ne penserez jamais et que vous n'aborderez jamais avec nous et avec l'ONU et avec tous ceux qui vont soutenir hein, ce vecteur-là que j'ouvre et que j'initie, c'est la question du développement en tant qu'elle résume l'esprit même du capitalisme. Et donc, il y avait là un Tina à l'œuvre qui se glissait d'une manière tellement insidieuse qu'il a fini par se trouver dans la bouche des écologistes eux-mêmes, qui se sont mis à militer pour le développement durable, à créer même des programmes universitaires, puis des mouvements sociaux, hein, des objets, des contextes de revendication en colportant en fait l'acte de censure qui consiste à dire parlez d'écologie tant que vous voulez, mais vous ne le ferez jamais en mettant en cause ce qui est à la cause du problème. Et on va s'assurer que vous le fassiez parce qu'on va mettre dans le nom même de votre de votre étendard, là, dans le terme même de votre identification de lutte, le mot qui nous intéresse nous. Et donc là, il y a beaucoup de syntagmes piégés comme ça dans notre culture et notre travail consiste à les débusquer. Très bien. Peut-être on peut, alors là vraiment maintenant finir parce qu'il y a, je pensais qu'on était sur le point de finir, mais il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur, la censure, aujourd'hui telle qu'elle a été mise en œuvre. Alors là, on retourne sur une forme de censure plus classique, la censure directrice qui vient cette fois-ci non pas de l'État, mais des réseaux sociaux. La suppression du compte, Facebook, Instagram, Twitter, de l'ancien président des États-Unis, puis des comptes aussi, des dizaines de milliers de comptes des groupes d'extrême droite. La manière dont le gouvernement français avait fait adopter la loi Avia, du nom de la députée de la République en marche qu'il avait portée, où cette loi demandait aux réseaux sociaux à supprimer dans un délai de 24 heures les contenus qui étaient selon eux haineux, et cette loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors, comment ces lois dites liberticides dans le cadre français, que peut-on en penser alors qu'elles poursuivent un but, semble-t-il légitime, lutter contre la haine en ligne? Les GAFA aux États-Unis qui pendant des années ont promu finalement la pensée du président et qui tout d'un coup arrêtent, ça il a fallu quand même un événement majeur. Et pour Facebook qui va confier la décision d'interdire définitivement et non pas temporairement comme l'a fait Twitter le compte de l'ancien président à une commission composée d'experts qui comprend un prix Nobel, un Premier ministre, etc. Donc là, la censure, c'est comme si c'était plus dans la première forme de censure dont vous parlez, celle de l'État, enfin dans le cas français aussi, mais et est-ce qu'il n'y a pas des censures souhaitables? Mais c'est aussi maintenant celle de grands groupes privés. Comment on débat de la haine, de comportements éthiques en ligne, si c'est possible, de la suppression de comptes et de la mise en J'ai place de censure. Ouais, je comprends que j'ai peu de temps et peu de recul Vous pour pouvez répondre prendre à le cette temps, mais question grave, mais il y a quelques éléments qu'on peut déjà, faire ressortir. Hem, 3 choses peut-être rapidement. Je vais commencer par un cas que je connais. Il y a un militant contre la France-Afrique, au Togo même, qui à un moment donné, du jour au enfin, il se servait beaucoup de Facebook pour organiser des manifestations, des rassemblements, des rallyes, des conférences, et pas seulement au Togo, mais en Afrique de l'Ouest subsaharienne. Et, euh, et du jour au lendemain, il a reçu un avis comme quoi il n'avait plus accès à Facebook parce qu'il ne s'en servait pas d'une manière récréative, je crois que c'était l'expression, et que Facebook n'existe que pour qu'on s'en serve comme une forme récréative. Et c'était sans appel. Et il a découvert à ce moment-là, parce qu'il a épuisé tous les recours assez rapidement, qu'il n'était pas propriétaire de ce qu'il avait placé là-dessus. Rien de ce qu'il avait mis, même les photos de ses enfants, ne lui appartenait. Ça devenait la propriété. Bon, et ça, c'est dans les contrats écrits en tout petit qu'on lit c'est jamais parce qu'on accepte très vite tout ce qu'on nous dit d'accepter. Donc, il y a un acte de propriété. Donc, d'une part. D'autre part, en prenant la décision qui a été prise là, par rapport au président américain, mais effectivement, il y a d'autres, il y a une multitude de précédents, ces, enfin, ces organisations privées-là deviennent des éditeurs.
Mmh. mais ils éditent des milliards de choses. C'est même au-delà de la portée de quelque éditeur que ce soit, de se porter responsable de tout ce qui est édité. Mais pourtant, de fait, ils se présentent comme éditeurs. Ils éditent bon, dans l'immense majorité des cas, d'une manière passive. Mais néanmoins, ils ont un statut d'éditeur. Le troisième problème qui m'apparaît le plus grave, que j'ai tenté de développer en m'appuyant sur le cas d'école de Total, c'est que les entreprises sont devenues des pouvoirs souverains. Et il faudra commencer à les aborder comme ça, parce que même si de fait, un État peut toujours, en droit, en puissance, encadrer une multinationale, dans les rapports de force historiques qui sont celles des grandes entreprises et des États, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est établi là, de l'ordre des faits, qui rend très difficile la soumission des entreprises multinationales, étant donné l'échelle qui est la leur, à un régime de droit. Tout simplement parce que les multinationales se nourrissent de leur appartenance à plusieurs régimes législatifs simultanément. Elles Mmh. sont des multinationales, c'est dans le nom. Elles appartiennent, elles sont transversales aux États parce qu'elles sont inscrites dans tous les États à la fois, un peu comme Passe-Muraille de Marcel Aimé. Là, elles sont des deux côtés, hein, de la frontière. Donc, il y a pas chez elles, au fond, il n'y a pas à avoir chez elles des entreprises. Là, on est vraiment dans le registre aussi de la censure sur le mode lexical. Parce que si on voit une multinationale comme une entreprise dédiée à un champ d'activité, bon, on ne comprend pas l'essentiel. C'est que les entreprises ont des pouvoirs souverains, autonomes. Je veux dire, Vladimir Poutine reçoit Patrick Pouyanné, il y a le tapis rouge qui est déroulé, il y a un communiqué de presse après, il y a une déclaration. Ce sont des souverainetés qui se parlent. Bon, et là, il faudra apprendre à penser les multinationales de cet ordre-là. Et quand Facebook nous apprend qu'il a une Cour suprême, hein, il a créé une instance judiciaire, pseudo-judiciaire, parajudiciaire, qui appartient à aucun régime de loi tel qu'ils ont Mmh. pu exister dans notre tradition, et qu'il va se plier à cette décision-là. Il est en train de nous dire aussi que non seulement il est propriétaire de tout ce qu'on lui cède en utilisant ses services, hein, parce qu'en fait, quand il nous donne ces services-là, il fait de nous une marchandise pour des clients. Non seulement il nous dit qu'il édite ce que l'on fait potentiellement, mais il nous dit aussi qu'il est un pouvoir autonome et qu'il a même pensé la séparation des pouvoirs entre lui comme grand législateur de ce domaine sur lequel il règne et, au fond, une institution créée ex nihilo qui est censée, au fond, arbitrer et légitimer ce qu'il fait. Donc, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il nous faut, bon, pour prendre la mesure de ce problème-là, à savoir qu'aujourd'hui, un peu comme à la Renaissance, là, nous sommes face à un millefeuille de souveraineté, hein. Mmh. Ça ne sert à rien de penser que la souveraineté est encore, au fond, le fait du monopole légitime de la violence, comme on a pu le définir dans des textes anciens, hein, à savoir que l'État serait, au fond, le dernier dépositaire, au fond, de la décision publique. Non, je veux dire, aujourd'hui, la décision publique, elle est partagée entre un très grand nombre de souverainetés publiques, privées, internationales comme l'Union européenne, par exemple, bon, et même para parapublics comme ces mécanismes de règlement de différends commerciaux entre États et multinationales qui échappent au droit traditionnel. Bon, on est composé d'un millefeuille d'instances qui ont une part de souveraineté. Je pourrais ajouter à cela les paradis fiscaux et même les mafias qui ont une sorte de souveraineté de fait, quoi. Bon. Et il faudra commencer à articuler la pensée politique en- au- autour de ces acteurs-là. Sinon, on va s'enfermer dans une sorte de lecture scolaire des choses qui nous nuira collectivement. Merci, et je crois qu'on peut ajouter, si je vous ai bien compris, qu'il y a non seulement ces millefeuilles de souveraineté, mais il y a aussi des individus qui passent de l'un à l'autre. Ah oui. Et Alors, on le comment? voit avec les derniers gouvernements, français, et je me souviens d'un article assez ancien dans le Monde diplomatique concernant les diplômés des universités Ivy League aux États-Unis, donc la soi-disant élite économique, financière, et politique, qui avant de commencer ses armes, dans une position d'élu ou bien, dans une entreprise, travaillent dans des ONG, créent des ONG, et donc dans le milieu, humanitaire, pour, s'acheter de manière préemptive, comme on dit ici maintenant de plus en plus souvent, une bonne conscience, et ensuite passer dans les affaires, dans le politique. C'est le lobbying comme vous en parlez. Le lobbying, c'est pas la tâche équestre, c'est des réseaux fortement établis qui transcendent tout ce qu'on pourrait penser comme étant distinct et caractéristique de la démocratie.
Et qui influence d'abord et avant tout la société dans son entièreté et pas seulement des décideurs publics. Oui, et sans qu'on ait les moyens d'analyser tout ce qui se passe, tout ce que l'on reprend même dans notre langage et vos travaux et puis cette conférence nous donne des éléments pour penser à toutes ces collusions, ces recoupements et la manière dont nous-mêmes on peut participer de ce système à moins d'être très conscient enfin on y participe des efforts de résistance au sein d'une entreprise, d'une université où il y a beaucoup à faire maintenant que l'on peut mettre en œuvre. Merci, merci à Merci à vous. tous nos auditeurs, est-ce qu'on peut dire auditeurs? Et avant de conclure, je voudrais mentionner nos 2 prochaines conférences. La première intitulée «Pour une transition écologique», qui sera donnée par Michel Philippot, qui est co-coordinateur du livret de la France insoumise Planification écologique. Elle aura lieu le samedi 27 février à 2 heures de l'après-midi. La seconde, grandeur et misère Grandeurs et misères de la laïcité dans les réseaux francophones sera une conférence de Solange Lefebvre, professeure à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse. Et ce sera pour le samedi 20 mars à 14 heures aussi. Et en attendant de participer, d'assister à ces conférences, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Pour Facebook, la France Insoumise, Canada, États-Unis. Pour Twitter, France Insoumise, Canada, États-Unis, @Insoumis America. Le site de la France Insoumise, lafranceinsoumise.fr. Et la nouvelle plateforme actionpopulaire.fr. Je vous remercie encore et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver puisque vous devenez un habitué de la France Insoumise. Merci Ce beaucoup. serait avec Alain. plaisir. Merci infiniment. Merci de votre écoute. Au revoir.